Dans cette vidéo, je vais te partager mon histoire, mon parcours de santé mentale, entre crise d'angoisse, troubles du comportement alimentaire, TOC et j'en passe. Je vais te partager mon cheminement, les choses que j'ai faites qui m'ont aidée et ce qui m'a beaucoup moins aidée. Et tu risques d'être surpris. Salut à toi, je m'appelle Rebecca Egli. Il se trouve que dans ma vie, j'ai eu pas mal de turbulences intérieures et que j'en ai longtemps eu honte parce que j'avais l'impression de pas être comme les autres, pas être normale, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans, j'en ai plus honte. Je vis des choses aujourd'hui qui me semblaient impossibles à l'époque, j'ai fait beaucoup de chemin. Il y a des sujets qui restent encore sensibles et qui sont encore en cheminement. Et cette vidéo, je la fais pas sous mes étiquettes habituelles. Je dis pas du tout ce qui est bien ou pas bien de faire. C'est vraiment mon vécu et c'est un partage. Je vais te parler de 4 choses qui ont été difficiles pour moi dans mon parcours. Ensuite, de ce que j'ai entrepris, mon cheminement, ce qui m'a pas trop aidé, je trouve, et ensuite ce qui m'a aidé de manière plus probante. Cette vidéo, je la fais pas sous mes étiquettes habituelles, c'est un partage d'expérience. Je suis pas en train de te dire ce qu'il faut faire ou pas, ce qui est bon ou pas, c'est vraiment mon vécu, mon expérience. Et aussi, elle sera imparfaite et incomplète, et ça je le dis pour moi, parce que je vais avoir envie de la refaire 5 fois. En grandissant, j'ai eu 4 types de difficultés. Premièrement, j'ai eu des crises d'angoisse depuis la petite enfance. La première crise d'angoisse dont j'ai le souvenir, c'est autour de 4-5 ans. Dans la salle de bain, il y a un orage la nuit et j'ai tellement peur que je vomis. Et là, ça devient ma petite signature. Je vais avoir des crises d'angoisse depuis maternelle, primaire, jusqu'à en vomir. Et du coup, j'ai des symptômes physiques très forts. Tout de suite, j'en ai honte parce que je me dis, c'est quoi ce truc? Enfin, je me sens pas comme les autres, je me sens anormale et je me dis, ouh, faut que je cache ça. Faut que personne le voie. J'ai pas des crises d'angoisse, genre peur du noir, peur des araignées. J'ai peur de trucs plus flous. L'avenir, l'inconnu, les transitions, même quand on va en vacances dans un nouveau lieu, ça me perturbe. Et ça vient n'importe quand. J'ai des périodes hyper libres et des périodes où je vis ça fortement. Et je grandis en ayant l'impression d'être un château de cartes. Quand je construis trop, quand je m'élève un petit peu trop, bam, tout se casse la gueule. Et du coup, je grandis sans trop de confiance interne, puisque je sais jamais ce que je vais donner. Une fois, ça peut aller super, et l'autre fois, pas. Dans l'adolescence, je développe des troubles du comportement alimentaire autour de 12 ans. Une période d'anorexie d'environ 1 an, suivie par 10 ans de compulsion alimentaire ou binge eating en anglais. Beaucoup de restrictions, je suis hyper sévère avec moi alimentairement, je me prive beaucoup. Et puis après, forcément, avec les privations, il y a des aliments que je considère interdits, donc j'en ai trop envie. Et puis mon corps est carencé aussi, donc forcément, il a envie de se nourrir, entre guillemets. Et du coup, j'oscille vraiment entre le tout et le rien niveau alimentaire, et c'est hyper galère. Je pense que je développe initialement une période d'anorexie parce qu'il y a des difficultés, notamment dans ma famille. Que j'aime beaucoup, mais il y avait des difficultés effectivement et je pense que je savais pas comment les processer. Moi, j'étais un peu une éponge et je pense que refuser de manger, c'est mon moyen d'exprimer les choses. Et ensuite, en fait, j'ai plus du tout de connexion à moi, à mon corps, à mes sensations de faim, à mes besoins. Aussi, par les crises d'angoisse, que mon corps peut avoir des réactions si fortes que je ne comprends pas encore. Et du coup, voilà, je vis une déconnexion et je suis très très sévère envers moi-même. Il faut que je mange ça, il faut pas que je mange ça, il faut que je ressemble à ça, il faut que je sois le plus fine possible. Et vraiment, je me déteste quand je mange trop et vraiment une lutte, mais de dingue. Et maintenant, ça me semble une autre vie. Je me dis, mais qui était cette personne qui était si dure envers elle? Mais vraiment, mon rapport à mon corps était très compliqué. Et d'un côté, ça me fait tellement plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est complètement réglé. Ça a duré de mes 12 à mes 25 ans. Environ. Et là, j'ai 37 ans, donc ça fait 12 ans que la nourriture, c'est bon, que j'ai plus du tout ce rapport. Et ça aura mis énormément de temps. Là, donc ça, on va dire pour moi, c'est bon, quoi. Mais ça a pris beaucoup de place, beaucoup de place. Oh là là. Troisièmement, j'ai grandi dans un milieu croyant. Et étant croyante également moi-même, Très vite, je me suis posé des questions, mais beaucoup de questions. Questions existentielles, questions sur la foi, questions sur la vie, la mort, voilà, et tout entre les deux. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de ruminations et à être un peu obsédée par ça. Et à chercher des réponses, et à tellement que des fois, que ça me faisait faire des insomnies, que c'était très envahissant. Et je fais un gros raccourci, je découvre, il y a peut-être 5 ans, assez récemment, qu'il y a un truc qui s'appelle le TOC religieux. Quand je dis TOC d'ailleurs, c'est trouble obsessionnel compulsif. C'est une maladie où tu as généralement des pensées intrusives, donc des pensées, on va dire, qui te traversent et qui sont généralement dérangeantes, avec des obsessions, où tu vas être en boucle dessus, avec des compulsions. Ça, c'est des comportements que tu vas essayer pour essayer de te calmer, de canaliser l'angoisse, soit de faire que la pensée, elle revienne pas, ou d'essayer de trouver une réponse, une solution à tes pensées. Sauf que ça marche pas, puisque on ne peut jamais régler la pensée qui est là, qui revient, et qui souvent, qu'on ne peut pas résoudre une fois pour toutes. Et en fait, on pense souvent au TOC
Voilà, les gens qui ont peur de contaminer, les gens qui ne savent pas s'ils ont fermé leur porte, qui vérifient des dizaines, des centaines de fois. Mais il existe aussi des TOC mentaux, avec des obsessions, des pensées intrusives, des obsessions, des ruminations, des compulsions mentales. Et ben moi, c'est ce que j'avais en fait. Et là, un gros sujet s'ouvre, le sujet des ruminations. J'ai un cerveau qui turbine à 100 à l'heure et qui cherche des réponses partout, qui cherche de la certitude tout le temps, qui a beaucoup de mal à tolérer l'incertitude et qui a beaucoup de doutes. Et le TOC, c'est la maladie du doute. Sauf que là, quand ça concerne la foi ou la religion, eh ben c'est compliqué parce que c'est un milieu qui encourage la foi. Moi qui suis pleine de doutes, j'ai beaucoup de culpabilité, quoi. Je me dis, mais mince, du coup je me mets la pression pour avoir de la certitude, pour avoir plus de foi. Et tout ça, ça augmente les symptômes. Et ça, bon, voilà, si tu as des questions là-dessus, je peux faire vraiment une vidéo dédiée au TOC religieux, au TOC en général. Mais voilà, du coup, pendant mon parcours, j'ai longtemps fait des choses qui ont aggravé, amplifié mes troubles. Notamment là, tu as des questions, tout ça, les gens sont bien intentionnés, ils disent tu as des questions, vas-y, cherche, creuse, quoi. Du coup, je lis des bouquins, je prie, je demande à des gens et tout. Mais en fait, ça ne fait que renforcer le truc parce que j'envoie des signaux à mon cerveau qui me dit ouh là là, l'incertitude c'est dangereux. L'incertitude c'est dangereux. Du coup, en fait, chaque fois que je cherche la réassurance, et après mon anxiété et mes doutes, ça flambe encore plus. Alors que la prise en charge, c'est plutôt l'opposé. Mais ça, voilà, je vais pas le développer ici. Comme dit, si tu as des questions, tu peux me laisser un commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Ces ruminations, elles se limitent pas à la fois, elles viennent aussi dans les relations, notamment mes relations amoureuses, où j'ai tout de suite énormément de questions, genre est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce qu'il pourrait y avoir mieux, est-ce que... Et je découvre aussi ce que c'est le TOC du couple, qui est pas vraiment reconnu, en tout cas dans le DSM-5, mais le TOC relationnel en tout cas est officiel. Donc c'est ça, beaucoup d'anxiété autour des relations, de manière comme très envahissante, très parasitante. Du coup, à tous les petits gars que j'ai kiffés au collège, si j'étais froide et que je ne t'adressais plus la parole, c'est pas que je te kiffais pas, c'est que j'étais consumée d'angoisse. Et du coup, c'est pas cool, parce que là encore, t'as l'impression d'être différente, t'arrives pas à avoir les expériences que tes copains et tes copines ont, et t'essaies de le cacher parce que t'as honte. Et vous voyez que dans le trouble du comportement alimentaire, là aussi, il y a des ruminations et des obsessions autour de la nourriture, de l'apparence, du corps. Et finalement, ça peut, dans un certain sens, ressembler au TOC aussi. Et quatrièmement, c'est le TDA. Et le TDA, je le découvre plus tard, à la fac, où j'ai énormément de difficultés d'organisation, de priorisation. Et ça se développe, je pense, plus quand je vis seule, parce que j'ai eu un entourage bien cadrant et qui me coachait vachement bien dans mon éducation scolaire. Et ça, c'était vraiment top. Et du coup, quand j'ai été seule, c'est là que j'ai plutôt découvert, en fait, je galère, alors que avant je le voyais pas forcément. Et du coup, diagnostic de TDA, là, à mes 30 ans, 31 ans, après l'internat, quoi, donc tard. Et tout ça s'entremêle. En grandissant, il y a les crises d'angoisse qui s'entremêlent avec mon rapport à la nourriture compliqué, mais ça va impacter les événements sociaux. Genre, il y a une soirée pizza, mais je suis en panique parce que je sais déjà que je risque de perdre le contrôle et qu'après, pendant 3 jours, je vais devoir me priver, que je vais me détester. Voilà. Et puis après, parfois, je vais bien aimer un gars, et puis après, je sais que ça va me déclencher des angoisses. Et puis plus tard, les difficultés d'organisation, de priorisation. Et après le bac, je vis l'apogée. J'appelle ça vraiment mon tsunami. Un tsunami, pas mon tsunami, un tsunami, qui me met à terre. Et c'est comme si j'ai une crise d'angoisse pendant 9 mois. J'ai réussi mon bac super bien, j'ai une mention très bien, je suis trop contente, je vais aller en médecine. Mais je pense que voilà, il y a des difficultés familiales, il y a l'incertitude de déménager, de commencer, de vivre seule. Et puis voilà, il y a d'autres choses aussi. Mais là, je vis un effondrement qui est très traumatisant. Parce que je me sens tellement mal à l'intérieur que je me dis le seul moyen, ce serait de ne plus être là. Et je vais pas jusqu'à avoir des idées noires, même si parfois, mais je vais pas jusqu'à me faire des scénarios ou quoi, mais c'est plutôt j'ai pas envie de vivre, quoi. Non, j'ai pas envie de vivre. Et du coup, mon rapport à la vie est compliqué. Quand je vois, la vingtaine, c'est censé être le moment de l'éclate, et pour moi, c'est dur. Et vous comprendrez sans doute qu'avec tout ça, je développe très tôt une envie de guérir, une envie de guérir, de me réparer, de comprendre. Et à 12 ans, je demande à ma mère de faire une thérapie. Je dis, moi, je veux faire une thérapie parce que je veux pas faire une crise de la quarantaine, me dire c'est nul de vivre et puis de faire une crise à 40 ans. Je préfère galérer maintenant, comme ça à 40 ans, ça va. On verra puisque j'ai 37 ans. On y arrive doucement. Du coup, depuis adolescente, je lis des bouquins de développement personnel. À 15 ans, je suis en vacances et au bord de la piscine, je fais des fiches d'un bouquin de développement perso. Maintenant, je suis là, waouh. Même par rapport à mon trouble anxieux, les crises d'angoisse, il y a des gens qui plutôt évitent qui leur provoque de l'anxiété. Et moi, j'étais plutôt confrontante. J'étais là,
ça me fait peur, je vais y aller jusqu'à ce que ça me fasse plus peur. Et d'un côté, j'avais du courage, ma mère, elle me disait, mais tu y allais, tu y allais quand même, tu te forçais. Et tu voulais pas qu'on te dise non, tu voulais y aller. Et être confrontante, d'un côté, ça m'a permis de dépasser bien des barrières, mais je pense que ça m'a malmenée aussi, parce que des fois, quand on s'expose à des angoisses qui sont encore trop fortes, bah, on renforce le truc, donc voilà. Mais en tout cas, c'était ma position. Et du coup, comme j'ai tendance à ruminer et à être obsessionnelle, et ben je m'obsède aussi sur la guérison, sur réparer, sur essayer de tout comprendre, ce qui prend aussi beaucoup de place. Et je trouve super intéressant de voir que des fois, on cherche des diagnostics, on veut se mettre dans des cases, mais une autre approche, c'est de voir un petit peu comment fonctionne la psychologie de la personne. Et chez moi, voilà, je peux voir que j'ai une tendance à la rumination et qu'en fait, la rumination va entraîner plusieurs types de troubles. Bref, c'est un truc qu'on appelle notamment l'approche transdiagnostique. Donc c'est pas juste de faire un diagnostic, de se mettre dans une case, mais de voir les choses de manière globale. Et puis là, du coup, plutôt de traiter un truc ou un autre, on va s'occuper du processus qui sous-tend l'ensemble des troubles, et en l'occurrence la rumination. Bon, ça c'est une parenthèse. On vient de me livrer une machine à laver, la carte SD a saturé, donc j'ai été perturbée, je me remets dedans. Je parlais de l'obsession à guérir, et c'est vrai que ce sur quoi on se focalise devient massif, prend de l'ampleur. Ce sur quoi on porte notre attention grandit, et nos cerveaux, nos systèmes nerveux, ils sont incroyables. Plus on porte notre attention sur un truc, plus il reçoit le message, c'est important. Du coup, focalisation. Bref, on arrive à mon cheminement. Qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça? Donc d'un côté, médecin, psychiatre et thérapeute, le truc classique. Et puis de l'autre côté, qu'on verra ensuite, plutôt le côté expérience, même réseaux sociaux, YouTube. Et tu verras ça, c'est surprenant je trouve. Premièrement, trouble du comportement alimentaire, je vais chez mon médecin de famille, qui honnêtement m'engueule limite d'avoir perdu du poids et me dit « J'espère que t'as compris qu'il faudra que t'arrêtes tes bêtises et tu vas venir toutes les semaines pour te peser. » Ok. Donc moi je sens aucune connexion quoi. Je sens quelqu'un qui essaye je pense de me faire peur pour me faire réagir. Donc l'intention était bonne. Mais honnêtement je suis désolée mais une fille de 12 ans en souffrance et tu la grondes parce qu'elle a des troubles alimentaires. Enfin bref, donc je vais voir un psychiatre d'orientation psychanalytique. Alors oui, moi c'est pas mon truc, l'orientation psychanalytique, ça l'a été longtemps et ça nourrit toutes mes ruminations et tout. Ça va à certains peut-être, mais moi aujourd'hui c'est pas mon approche. Et chez moi ça a empiré des choses. Et ce psy, pareil, alors qu'on m'explique, genre j'allais aux consultations et c'était voilà, qu'avez-vous à me dire aujourd'hui? Je vous écoute. Et moi, des fois j'avais pas envie de lui parler, alors je disais, je sais pas quoi vous dire. Il me dit, c'est que la souffrance ne vous pousse pas à parler. Et je sortais en 5 minutes, même pas. Et mes parents, ils étaient là, quoi, c'est déjà fini? En mode, ok. Donc je recommence à remanger un peu spontanément et je fais mon chemin de mon côté. Je parle beaucoup à mes amis en fait. Le problème se réglera, je te dis comment. Et puis je vois des thérapeutes, j'en vois quelques-uns. C'est étalé sur 15-20 ans, donc voilà, j'en ai vu en 15-20 ans. Il y a des choses qui m'ont aidée, vraiment, et puis d'autres moins. Notamment le fait que ça reste ce qu'on appelle de la thérapie narrative. Ça reste dans le domaine du mental. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas explorer, mais quand on explore jusqu'à un certain point et qu'après on voit que c'est circulaire, c'est qu'il y a un bug en fait. En fait, je prends les pincettes, mais moi ça a fait des dégâts. Ça a fait des dégâts parce que le fait de raconter les trucs encore et encore, mais en fait tu restes dans la couche superficielle qui est le mental, tu restes dans les ruminations quoi. Ça demande quelqu'un qui a une certaine expertise et une certaine approche pour voir que en fait là on n'avance pas. Et je pense notamment à une personne qui m'a suivie qui au bout d'un moment m'a dit mais vous tournez en rond. Je dis ouais, je tourne en rond. Et en même temps, cette personne n'avait aussi pas les outils de voir comment je fonctionnais et n'avait pas d'outils pour m'aider à sortir de ce rond en fait. Et du coup, moi, je me sentais coupable, en mode punaise, voilà, encore une fois, genre, j'arrive pas. Alors qu'après, en découvrant d'autres outils, je découvre que, entre guillemets, c'est pas que moi le problème. Et comment dire, ces personnes ne font pas exprès, sont bien intentionnées. Et moi aussi, en tant que médecin dans mon travail, je sais pas tout sur tous les domaines, donc on fait aussi dans les limites de notre humanité. Mais disons que je sais ce que c'est d'être patiente et de galérer, de chercher et de dire, mais punaise. Parfois, il y a eu des traitements médicamenteux aussi pour l'anxiété qui ont aidé. Et un soutien comme d'avoir des gens qui avaient de la bienveillance envers moi. Mais c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est que c'est important de se sentir à l'aise avec la personne qui vous accompagne en confiance. Que l'alliance thérapeutique, la confiance, c'est à peu près 60% de la réussite du traitement, on dit. Et moi, le truc, c'est que je suis allée chez des gens où je me sentais pas top. Et je suis restée, en fait. Ça, c'est ma responsabilité. Parce que c'est aussi aux patients de dire, là, ça me va plus. Mais c'est hyper dur quand je suis moi-même vulnérable, quand je suis moi-même habituée à me sentir souvent mal et à me dire que c'est normal. Si c'est difficile d'être face à un professionnel et dire en fait là je me sens pas bien avec vous, au revoir. Il y a des périodes j'avais pas les capacités de l'assumer. Vraiment, si tu te sens pas bien, change. Nous sommes des milliards sur cette planète, et il y a peut-être quelqu'un de plus adapté. Et être en thérapie, alors oui, ça demande de faire face à des inconforts, mais ça n'a pas à être
horrible en fait. Normalement, ça se fait un pas tolérable après l'autre. Et effectivement, ça demande de traverser, de faire face. Je ne minimise pas, hein, mais pas non plus d'être complètement dérégulé. Et ce que moi j'ai été dans certains cas, pas cool, vraiment pas cool. Et c'est pas forcément le patient. Le problème, c'est l'approche. Voilà. C'est dit. Dans tout ça, moi j'ai cette posture de il y a un problème chez moi, donc pour moi les autres ont raison. Je prends souvent pour vérité la parole de l'autre, je me remets en question moi, je m'adapte. People pleasing. Je déteste le conflit, j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de conflits, donc je veux juste préserver le lien et que l'autre soit pas fâché et que je me sente en sécurité. Je m'adapte beaucoup, j'essaye de faire que tout le monde soit content. Et là j'arrive à la troisième partie, ce qui m'a aidée de manière plus probante, même si chaque pas a été une étape. Ce qui m'a aidée, parler ne suffit pas. J'ai développé 3 trucs. Premièrement, des rencontres et des expériences. Deuxièmement, une école de films que j'ai fait. Et troisièmement, YouTube et Instagram. Premièrement, des expériences et des rencontres. Je me souviens notamment d'une personne que j'aime beaucoup qui m'a proposé de faire du piano avec elle dans certains événements. Elle m'a emmenée à juste à me mettre en action, à sortir de ma tête, à me proposer des projets. Elle m'a vraiment remise en mouvement et permis de reprendre un petit peu confiance. Pendant mes études, j'ai eu des colocs différentes qui venaient d'autres pays. Belles rencontres, à la fac aussi, le fait de faire des stages, d'être plus dans le concret, dans la pratique. Et puis j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à voyager seule, alors que ça me terrifiait. Je vous ai dit, dès que je partais en vacances, je faisais des crises d'angoisse. Mais il y a un moment, je me suis dit, je vais voyager jusqu'à ce que je n'ai plus peur. Et ça a été incroyable parce que j'ai commencé à trop kiffer ça, quoi. Et à même me sentir libre quand je voyage, à vraiment aimer voyager seule. Et c'est un truc que j'aime trop. C'est tellement une joie aujourd'hui de me dire un truc qui m'effrayait aujourd'hui est source de joie. Trop dingue. Je fais un voyage aux États-Unis en 2016 et là, bref, je suis dans un endroit incroyable, je passe un super moment et j'écris dans mon carnet, je vais apprendre à être moi, que ça plaise ou pas. Et je prends un peu conscience, en fait, voyager seule, ça m'a permis de me reconnecter à moi. Moi, avec qui j'étais souvent fâchée, moi avec qui j'étais souvent en lutte, moi que j'abandonnais au profit des autres, pas au profit des autres parce que c'est pas comme s'ils voulaient profiter de moi, mais je faisais passer automatiquement les besoins des autres avant les miens et tout, donc là, c'était me retrouver avec moi. Et 2016, après ce voyage, ça a été vraiment une reconnexion et apprendre à être moi. J'étais un peu obsédée. Alors, comment être moi? Comment être pleinement authentique? J'apprenais mes goûts, mes couleurs, ce que j'aime pas et tout. Et apprendre à l'afficher aussi. Apprendre à oser dire mon avis. À oser dire ça, j'aime pas. Alors qu'avant, c'était difficile à faire. Tendance obsessionnelle, hein. J'ai commencé à m'obséder un peu. Est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que je suis pleinement moi? Blablabla. Bref. À la fin de l'internat, j'ai tellement envie de faire un truc créatif. Je tombe sur une école de film qui a lieu en Australie. Et c'est pendant quelques mois un concentré où on vit tous ensemble, on apprend à réaliser des films, il y a une école d'acteurs à côté. Et moi en fait ça faisait longtemps que je regardais plein de courts-métrages sur YouTube et tout. YouTube c'était mon échappatoire pendant toutes mes études de médecine. Et là je suis là je veux y aller, je veux tellement y aller et tout. Et j'y vais et je suis tellement heureuse d'y aller, mais tellement. Et je fais cette école et qui est mind-blowing, qui est incroyable parce que j'apprends notamment ce que c'est le voyage du héros, comment écrire des histoires et la structure qui est derrière chaque histoire. Bon, ça c'est un autre sujet comme dit, si tu veux je peux en parler mais je vais pas m'étaler dessus. Mais en gros, ça me parle énormément. Moi je dois écrire un court-métrage et là je bloque totalement. Qu'est-ce que j'écris? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et je dois pitcher mon idée de court-métrage au producteur pour voir s'ils sont d'accord que je fasse le projet. Et là, j'arrive et je dis une histoire, mais de merde, entre guillemets. Et je suis là, mais le directeur de l'école, il me dit « Oh, c'est marrant ». Il me dit en anglais « Oh, it's funny because in your story, there's no story ». Il me dit « C'est marrant parce que dans ton histoire, il n'y a pas d'histoire ». Et là, tu me présentes une histoire vide. Et là, moi... Et je voyais qu'en fait, je rendais une page blanche, en fait. J'avais tellement peur, et je n'avais aucune sécurité de montrer mes couleurs et d'oser. Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que je vais me planter? Est-ce que je vais faire un truc pourri, en fait? Que je préférais présenter un truc vide. Donc là, leçon difficile. Et en fait, ce qui était génial, c'est que du coup, c'était une école très concrète. On devait écrire, on devait filmer, on devait mettre en place. Enfin, j'ai dû écrire et écrire encore, et je pense que ça m'a entraînée, c'était tellement concret, mais très confrontant. Hein. Et pourtant, j'ai fait ça pour le loisir, hein, mais ça m'a tellement, c'était hyper inspirant, vraiment. Vous voyez, quand j'en parle, je suis waouh. Bref, je rentre, je dois écrire ma thèse, c'est horrible. Et là, c'est après que j'ai fait le dépistage de TDA. Maintenant, YouTube et Instagram. Moi, personnellement, m'a énormément aidée. Notamment, c'est par YouTube que j'ai guéri de mes troubles alimentaires. C'est vraiment une YouTubeuse qui avait une chaîne, elle partageait son cheminement avec l'alimentation. Et c'est ça
qui m'a aidée, mais 200%. C'était vraiment aussi plein d'informations sur prendre soin de son corps. Et plutôt que penser restriction calorique et à quoi tu ressembles, c'était comment je peux nourrir mon corps, lui apporter les éléments dont il a besoin. Il m'aura fallu quand même, je pense, peut-être 3 ans pour être ok de ne plus faire de régime. Pour moi, ne pas faire de régime, c'était flippant, quoi. Et vraiment une réconciliation qui se sera faite sur les années avec mon corps et avec l'alimentation. Et ensuite, bon, je sais que c'est loin, mais il y a 5 modalités que j'ai découvertes par les réseaux sociaux et qui m'ont beaucoup profondément aidée. Premièrement, c'est la théorie polyvagale et comment marche le système nerveux autonome. Alors là, je mettrai tous les trucs qui m'ont aidé dans la barre d'infos. Sarah Baldwin, qui est une coach de thérapie somatique avec qui j'ai fait un suivi en ligne. Pareil, ça m'a... d'apprendre comment marche le système nerveux autonome notamment, et d'apprendre comment marchent toutes mes réactions de stress, de voir qu'en fait mes crises d'angoisse elles avaient du sens, que toutes mes réactions avaient du sens. Vraiment en fait ça apporte aussi là une réconciliation à soi et un peu une unification, je dirais. Plutôt d'être en lutte, on apprend à être avec soi. Je ferai une vidéo là-dessus, sans doute la prochaine, sur le système nerveux, la théorie polyvagale. Si tu as des symptômes forts d'anxiété ou de stress et que tu te dis « Ah mais qu'est-ce que c'est ?» et ton médecin il te dit que c'est dans la tête, bon voilà, ça aide énormément là-dessus. Et pareil, c'est une thérapie qui passe pas par le verbal, mais qui passe par le corps et les sensations physiques. Tout ce qui est plus, on va dire, viscéral. Deuxièmement, la théorie de l'attachement et tout ce qui est notion de trauma. Là, avec notamment Thaïs Gibson, Dr Nicole Lepera, Pauline Timmer, bref, des chaînes qui m'ont énormément aidée. Et franchement, même là aussi, ça m'a tellement éclairée d'apprendre les types d'attachement et de voir que quand je tombais amoureuse, après, je rejetais la personne et que ça avait du sens. Surtout qu'il y avait des outils pour naviguer ça. Et aussi d'apprendre que le fait de s'adapter à l'autre, que le people pleasing, je prenais ça comme un peu un truc de faiblesse, quoi. T'es faible, tu t'adaptes. Mais non, c'était aussi une réaction traumatique et une réaction de stress en fait, l'adaptation. Là aussi, hein, tout est des sujets à part entière, mais les écailles tombaient de mes yeux, ou disons c'était éclairant. Ensuite, la découverte de l'IFS, Internal Family System, qui là aussi, pour tout ce qui est difficultés du passé qui te reviennent, trauma, pour les ruminations aussi. C'est vraiment une approche où pareil, on passe pas forcément par le... que expliquer les choses, en fait, on décrit différentes parts de soi, mais je vais pas tout expliquer là, mais en gros, c'est comme si tu communiques avec des parts de toi, la part qui a peur, la part qui se ferme, la part qui est anxieuse, et du coup, ça devient juste une partie de toi et pas tout. Et en dialoguant avec elle de manière particulière. Et c'est pas du tout chelou, hein. C'est pas du tout chelou entre guillemets. C'est incroyable comme ça a un impact, mais pas que dans la compréhension, vraiment dans le vécu ressenti des choses. Franchement, bref, c'est ouf. Et enfin pour les TOC et les ruminations, ce qui est ERP, donc exposition, prévention de la réponse. Donc ça c'est une prise en charge spécifique du TOC. Franchement, c'est que l'an 1 ou 2 ans que j'ai commencé à découvrir des approches spécifiques du TOC et de la rumination. Il aura fallu tellement longtemps. Là, j'apprends à les mettre en pratique. Et c'est sûr que désapprendre ce qu'on a fait pendant 3 décennies, ça prend du temps. Et il y a le temps, en fait. Voilà. Parce que avec tout ça, le truc... c'est l'acceptation. Accepter les choses, ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire être fataliste non plus, mais c'est accepter. Accepter mon humanité, accepter là où j'en suis. Tu le sais, si tu as de l'anxiété et que tu veux juste ne plus avoir peur, qu'est-ce que ça fait? Tu te tends, tu te stresses et l'anxiété, elle monte encore plus. Et je sais combien c'est hyper dur, parce que quand on a de l'anxiété très très intense, on peut pas accepter. On est là, non, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Et c'est pour ça aussi qu'une prise en charge médicale, médicamenteuse encadrée est importante, parce que dans certains cas, il faut vraiment juste baisser le niveau. Bref, je dis tout ça, j'ai dit beaucoup de choses. Je veux juste revenir. C'est vrai que j'ai eu du coup une expérience pas forcément positive, avec mon médecin de famille, mais... cela dit, je critique pas du tout les professionnels de la santé, j'en suis moi-même une. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas aller voir son médecin. Voilà, les médecins sont humains. Certains ont plus une fibre psychologique, d'autres pas. Et c'est comme ça. Voilà, elle m'a quand même permis d'avoir un traitement pendant un moment. C'était l'option que j'avais sur le moment. On fait de manière humaine, avec nos limitations. Et pareil, les psychologues, les psychothérapeutes, je ne dis pas que la thérapie narrative, c'est pas bien. Mais je dis que moi, ça m'a fait tourner en rond pendant un moment. Pour vivre un changement, on a besoin d'expérience. Parce que savoir un truc ne suffit pas. On a besoin, comme Mastin Kipp le dit, d'expériences sécurisantes. Ah, j'ai encore oublié de vous dire un truc. Je ne m'arrête plus. Donc après l'école de film, quand je rentre en France et que je dois écrire ma thèse et que je suis en PLS parce que j'ai aucune envie de faire ça, j'achète un livre au pif. Et ce livre, il s'appelle Claim Your Power de Mastin Kipp. Et
Voilà, incroyable, incroyable. Ce livre, je peux dire qu'il a changé ma vie. Un livre qui est fait en 40 jours et qui suit le voyage du héros, donc The Hero's Journey. Le truc qui m'avait trop impacté à l'école de film. Dans le voyage du héros, il y a plusieurs cycles dans lesquels on passe tous dans nos vies. Et en fait, voilà, c'est un parcours. Et je l'ai pas dévoré parce que j'ai pris mon temps, mais il est dingue. Donc voilà, je vous ai fait un méli-mélo. Je voulais être plus claire que ça, mais bon, voilà. J'apprends aussi à faire des vidéos plus spontanées. Aujourd'hui, je suis moins dans l'obsession d'être moi. Et je suis en train de me sevrer aussi du développement perso auquel j'ai été accro tellement longtemps. Donc je suis plutôt dans désapprendre à travailler sur moi. Aussi un processus de désidentification. Je suis très intéressée par la non-dualité. Je ne vais pas rentrer dans le sujet mais je le place ça là. Et je fais un parcours en ce moment de non-dualité qui entraîne vraiment là aussi à observer le mental sans l'engager à le laisser être là, mais à moins croire ses pensées. On a un cerveau qui fabrique environ 70 000 pensées par jour. On ne connaît pas la suivante, elles viennent comme ça. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Et quand on essaie tout le temps de décortiquer nos pensées, c'est comme si on est dans l'océan, il y a des vagues et on reste dans les vagues. Et on essaie de comprendre les vagues, on essaie de comprendre les vagues. Mais en fait, tu peux aller au fond de l'eau où c'est calme tout le temps. Ou alors une autre image, c'est on n'est pas la météo, on n'est pas un jour le ciel, un jour l'orage, un jour la pluie, un jour le vent, on est le ciel. Et là, j'en suis là, c'est le processus d'apprendre à voir que je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas le truc de passage, je suis le contenant de tout ça. Mes prochaines vidéos, je vais les faire sur les différentes modalités qui m'ont aidée. Je vais détailler la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement, peut-être parler un peu de l'IFS. Et si tu as des questions à chaque étape, je me ferai un plaisir d'y répondre ou de faire une vidéo dédiée. Et la prochaine, elle sera sur le fonctionnement du système nerveux autonome.